Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 78e clé qui s'intitule Matrice différentes réalités. Alors, il s'agit de la du septième chapitre, du septième volet, septième opus, sur lequel aujourd'hui on va plus se focaliser sur ce qu'est l'empathie et notamment à travers la communication non violente. Et on terminera notamment sur une partie pratique avec des exercices. Alors, il s'agit d'un sujet essentiel. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet de changer la réalité, votre réalité au quotidien, mais la réalité mondiale. C'est véritablement un outil qui devrait être enseigné partout, dans la mesure où c'est d'intérêt général, d'intérêt public, et pour lequel c'est vraiment le ciment de la nouvelle bâtisse sociétale, en quelque sorte, et de la nouvelle ère, la cinquième dimension, l'ère christique, la nouvelle ère, etc., etc. Alors, on a tendance à dire ou attendre parfois que si jamais le monde était comme nous le sommes, eh bien le monde serait beaucoup mieux. Alors, je pense qu'on a quasiment tous en horreur une dystopie de science-fiction pour lequel nous aurions une humanité complètement uniformisée, clonée, et pour lequel tout le monde pense de la même manière, et tout simplement pour lequel ce serait en gros chiant à mourir. Alors, vous pouvez aussi vous figurer, vous êtes à un dîner et en gros, tout le monde pense de la même manière ou bien n'a pas d'opinion, tout simplement, n'a pas d'avis, n'a pas d'opinion. Et donc, tout simplement, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'interaction et de là, il n'y a pas d'enrichissement en quelque sorte. Alors, ça en vient au point que être en harmonie en vacances, en lune de miel, aux Seychelles, sans enfants, sans facture, sans travail, sans stress, sans tous les aléas de la vie, sans hiver, etc. Eh bien, c'est assez facile de s'aimer à ce moment-là. C'est la lune de miel, c'est quelque part aseptisé. Alors, de même ordre que être zen à 5000 mètres d'altitude en fin fond de l'Himalaya avec un paysage grandiose ou sur lequel vous n'avez aucune menace, vous n'avez aucune pression hiérarchique, la violence du métro, etc., l'insécurité au quotidien, eh bien, en effet, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile d'être zen à ce niveau-là. Alors, en gros, c'est un petit peu l'idée de pour certains, je serai en harmonie quand le monde sera arrivé, enfin la nouvelle ère sera arrivée, que tout sera harmonieux. Je serai en harmonie quand les conditions seront favorables. Ça marche pas tout à fait comme ça. On peut aussi être en harmonie, bien qu'on a au quotidien des choses à gérer, des soucis à régler. Et je pense que si on s'arrête à ça, eh bien on ne vit plus parce que le côté aseptisé et surtout de perfection n'arrive jamais dans une vie. Alors, c'est aussi, dans cette idée, dans la logique, c'est aussi beaucoup plus facile d'être en harmonie quand tout le monde vous apprécie et épouse vos idées, n'est-ce pas? Et c'est un petit peu tout le problème actuellement dans la polarisation de la société, que ce soit en France mais dans tous les pays du monde, où les forums, les forats, les réseaux sociaux, les débats quels qu'ils soient, politiques, des journalistes, etc., souvent, eh bien, ce sont des batailles, ce sont en fait à vouloir convaincre l'autre avec souvent des arguments quelque peu futiles ou tout au moins un peu spécieux qui en apparence semblent tenir la route et en fait c'est souvent comment dire de la punchline, c'est-à-dire un effet d'annonce, etc. Et en fait quand on gratte un petit peu ça s'effiloche assez rapidement et ça s'effrite. Alors on cherche à convaincre, à gagner le débat, comme si pour se rassurer dans son opinion, pour se confronter en quelque sorte en aimant aussi davantage ceux qui nous aiment, ceux qui nous like en quelque sorte et adhèrent à nos idées. Je valide, n'est-ce pas? Comme on a souvent le côté, et je vous ai déjà expliqué, le je valide est assez rigolo, je valide, donc ça veut dire que si tu valides, c'est parole d'évangile. Non, c'est juste que tu adhères aux mêmes opinions que moi, ça ne veut pas dire non plus que tu es dans la vérité, parce que je peux aussi me planter. Alors, j'ai ça dans l'absolu. Encore une fois, j'insiste, je dis une deuxième fois, si on pensait tous de la même manière, ce serait chiant à mourir. Alors ces notions de débat, eh bien, comme j'aime à dire, et ça c'est une phrase que j'ai écrite dans synthèse de synthèse, sur lequel en fait c'est une image, une illustration avec le yin et le yang, pour lequel le yin et le yang forment deux chats, en fait comme s'ils se chamaillaient, d'où ce jeu de mots que vous allez comprendre tout de suite. Alors, aussi paradoxal que cela puisse paraître, tout le monde n'a jamais entièrement raison, et en même temps, personne n'a toujours complètement tort, un peu comme si le yin et le yang se chamaillaient sans raison, mais incarnant néanmoins leur raison d'être afin de faire tourner la roue de l'existence. Alors, exister signifie se séparer, et le yin et le yang n'est pas figé, il est en perpétuel. Quand on connaît le taoïsme,
il crée une dynamique et une dynamo, et c'est grâce à ça, c'est parce qu'il y a un yin et il y a un yang que ça s'oppose et que ça crée une dynamique, comme je vous ai déjà expliqué sur les fonds marins dans le Gulf Stream, il y a un courant chaud, un courant froid, s'il n'y avait pas ça, il n'y aura plus, entre guillemets, de dynamique, et donc ce serait une eau douce, il n'y aurait plus de climat et donc plus de vie sur Terre. D'où le fait que la différence est importante. Alors, encore une fois, j'insiste, si on pensait tous de la même manière, eh bien ce serait chiant à mourir. Et bien ça, c'est Marc Lévy, l'écrivain, qui dit cette chose assez simple en soi. Pas besoin nécessairement de le citer, mais j'ai créé la différence pour que l'humanité cultive l'intelligence, en parlant de Dieu. Un monde homogène aurait été triste à mourir. Alors je le rejoins parfaitement, je valide. Shem Tov, le grand mystique soufi, qui dit... Haredim, juif, qui disait « L'homme à côté de toi est ton miroir, si ton visage est pur, l'image que tu perçois sera aussi parfaite. En revanche, si tu vois un défaut dans l'homme à côté de toi, c'est ta propre imperfection que tu découvres, il t'est montré ce que tu dois corriger en toi. » Nous sommes des miroirs qui nous réfléchissons à l'infini, notre réflexion en fait inspire les autres et en fait c'est un enseignement de l'autre, des autres. Alors Cham de Tabriz disait, c'est un grand soufi, celui qui a enseigné Rumi, qui disait il est si facile d'aimer le Dieu parfait, sans tache et infaillible qu'il est, il est beaucoup plus difficile d'aimer nos frères humains avec leurs imperfections et leurs défauts. Sans aimer les créations de Dieu, on ne peut pas aimer sincèrement Dieu. Alors, moi, de la même manière, alors j'ai écrit dans je ne sais plus quel ouvrage, le prosélytisme, c'est imposer sa vision aux autres, alors que tout dépend de notre point de vue. Ainsi, standardiser la vie serait comme imposer un uniforme noir et blanc, à taille unique, à tout le monde, alors que la mode prône la différenciation. Or, le vivant n'est-il pas multifacette, évolutif et multicolore? Je vous invite à méditer là-dessus. Alors, j'insiste, par rapport à cette cacophonie ambiance, où de plus en plus les gens ne se comprennent pas, et on peut comprendre malgré tout que des gens ne se comprennent pas. Moi je vous dis, je comprends certaines factions, positions russes et ukrainiennes, et aussi ceux qui sont à l'extérieur, avec différentes visions. Et ça ne veut pas dire qu'en les comprenant, j'adhère à l'une ou l'autre, ou de choisir en fait. Alors, un remède et une des solutions, c'est l'empathie. Alors, et une technique de l'empathie, qui est pratique, c'est une méthodologie qui s'appelle la communication non violente et que je vais vous présenter tout de suite. Alors, je l'enseigne, l'empathie et la communication non violente, à l'orphelinat de Bali, qui est un des piliers, une des rubriques, une des 20 rubriques du nouveau programme de l'école révolutionnaire évolutionnaire, que je dispense à Bali depuis plusieurs années, que je restitue et qui est la base en ligne à terme, et d'une école physique, un peu comme les écoles Steiner et autres. Je sais qu'elles n'ont pas beaucoup de bonne presse pour certaines personnes, il y a peut-être eu des dérives, je ne sais pas, ou les écoles Montessori par exemple. Bon bref, c'est le même principe, et je l'enseigne également dans les grandes écoles de commerce pour les MBA, et notamment quand je donne des cours de négociation, et vous allez comprendre pourquoi. Également, je l'enseigne, je l'applique surtout dans le management au quotidien avec mes employés. Alors, et ce depuis des lustres, depuis une vingtaine d'années maintenant. Alors au Danemark, c'est enseigné, c'est une matière à proprement parler, et ce depuis 1993. Ils sont bien en avance sur nous, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, je pense définitivement qu'il faut que ça fasse partie des programmes scolaires et que c'est d'intérêt public. Ça figure, l'éducation dans l'absolu figure comme étant la bâtisse d'une nouvelle société, d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle ère, et l'empathie pour moi en est, et la communication non violente en est le ciment. Alors, c'est quoi concrètement? Eh bien, deux aspects, on va dire, qui sont complémentaires. Un, c'est de pénétrer le système intégré de l'autre, c'est-à-dire sa propre complexion, c'est-à-dire comment il réfléchit, comprendre ce que l'autre ressent et ce dont il a besoin, en intégrant son passé, son éducation, sa sensibilité, sa philosophie, sa culture, etc., etc. Tous ces masques son caractère, etc., qu'il revêt en quelque sorte. Et ainsi comprendre ses actes et ses agissements, et afin de mieux pouvoir s'y adapter, en adoptant une meilleure communication et avec plus de compassion et plus de tolérance. Ça, c'est le premier aspect. En gros, ça, c'est la partie compréhension de l'autre, des autres. Ensuite, c'est la même chose, mais avec vous, c'est-à-dire vous dévoiler, à faire une introspection, et aussi de vous dévoiler dans le sens de
d'expliquer, d'ouvrir votre cœur, d'expliquer ce à quoi vous aspirez, vos besoins et vos ressentis, ce que vous avez en termes de sentiments et par rapport à ce qui s'est passé, un acte, etc., etc. Alors, pourquoi? Quelle est la raison d'être, en quelque sorte, de cette empathie et communication non violente? Et pourquoi j'insiste, c'est extrêmement important. 1, ça permet de fluidifier la communication en général. 2, de mieux faire passer des messages avec moins de frustration, d'ambiguïté, de conflit. On sait que l'un des pires troubles de l'humanité et qui conduit à des guerres et d'autres ignominies, eh bien, c'est le problème de communication où les gens ne se comprennent pas, et ce n'est pas qu'une question linguistique, de langue, c'est tout simplement parce que beaucoup font preuve de prosélytisme ou de maladresse, etc. pour tous les biais qu'on a vus, les biais cognitifs dans la vidéo 3. Ensuite, apaiser les relations et les interactions. 4, être soi-même plus harmonieux. Et enfin, être en paix avec soi-même et aussi être en paix avec le monde, les autres, etc. Alors, ces domaines d'application sont quasiment infinis, c'est-à-dire que ça peut être une gestion de conflits, ça peut être de la médiation, que ce soit dans le couple, dans l'amitié, dans le travail, avec des équipes, ou bien avec votre supérieur ou vos suppléants, etc., etc. C'est aussi pour améliorer, recoudre le tissu social d'un pays, d'une région, d'une communauté, intracommunautaire, extra-communautaire, de faire, je sais pas, entre les factions, qu'elles soient juives et musulmanes, par exemple en Palestine, Israël, que ce soit, ça a été employé, je vais vous expliquer, Rosenberg qui a mis en place cette communication non violente, il l'a utilisé lors des conflits après la guerre en ex-Yougoslavie, à savoir avec les Croates, les Serbes et également les Bosniens, pour essayer d'expliquer. Et c'était des gens qui avaient vécu la guerre. Je veux dire, quand la guerre sera finie en Ukraine et en Russie, il faudra probablement recoller les morceaux. Et ça prendra du temps. C'est toujours plus facile de brûler une forêt que de faire en sorte qu'elle pousse. Eh bien, c'est pour ça que la paix est toujours beaucoup plus difficile à mettre en place. Et donc, entre guillemets, ça permet aussi la diplomatie, dans l'absolu, la diplomatie entre les pays. Voilà, c'est vraiment important. Et donc, ça permet de lutter, entre guillemets, contre tout ce qui est jalousie, incompréhension, préjugés, amalgame, stigmate, etc., etc. Alors, principe et fonctionnement, en gros, de la communication non violente, c'est assez simple. C'est en 4 temps, en quelque sorte. Vous allez demander à l'autre qu'il énonce. Alors, soit vous avez 2 parties, 2 camps qui ne s'entendent pas, et donc du coup, l'une d'entre elles va essayer de le mettre en place. Vous êtes vous avez des troubles avec votre compagnon, compagne ou avec un ami. Eh bien, vous pouvez être l'initiateur de ça. Ou bien, vous demandez un arbitre, un intermédiaire, une personne qui va être là pour faire l'entremetteur, en quelque sorte. Bon, ça, je le fais beaucoup dans mon boulot, quand il y a des frictions, et je les fais pas mal dans ma famille également. Bref, alors, concrètement, c'est quoi? C'est d'une part, faire part de ses besoins et de faire part de ses sentiments, de ses ressentis. C'est-à-dire que, ok, je peux commencer, par exemple, en disant, bon, écoute, moi, j'ai ressenti ça, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait mal pour ça. Je mets mon cœur je me dévoile, je mets mes tripes, mon cœur, mes sentiments sur la table et je me mets à nu par rapport à l'autre en lui disant, voilà, tu m'as fait mal, etc., etc. Et ensuite, soit la personne, elle répond par rapport à elle, ses sentiments, ses perceptions, elle le met aussi sur la table à dire, ah bon, je savais pas, moi au contrario, ça j'avais pas du tout, je suis désolé, mais j'avais compris ceci, cela, et moi, quand tu as répondu ça, ça m'a fait mal par rapport à ça m'a touché à l'enfance, etc. Et peut-être que moi je lui ai répondu de cette manière-là, parce qu'elle m'a fait un pic au cœur, donc je lui ai remis une vacherie, et donc je savais où ça fait mal, je lui ai remis un revers, et donc du coup, on est reparti crescendo dans une espèce d'escalade de la violence avec des mots, etc., etc. Donc, on présente nos perceptions, nos sentiments, nos ressentis, les miens, les siens, ok. Et ensuite, on met sur la table nos besoins, ce à quoi on aspire pour que ça s'améliore. Et l'autre personne en fait de même. Et après, on essaie de concilier tout ça, de voir s'il y a des points d'entente, etc., et de voir si on peut concéder, concilier, etc. Ça, c'est de la diplomatie, c'est de la négociation, etc., etc. Alors, formulez vos besoins et vos souhaits de changement et des propositions également d'aide. Alors, je vous ai dit, ça émane, la communication non violente, cette technique émane de Rosenberg. Bon, c'est plutôt lui qui a mis un nom. Cela étant, c'est aussi ce qu'a utilisé le Bouddha, Jésus, plein de prophètes,
plein de gens qui n'ont pas été connus, des gens comme Gandhi, des gens comme Martin Luther King, etc. avant Rosenberg. Hein. C'est comme quand on attribue le mot synchronicité à Carl Jung. La synchronicité est connue et depuis la nuit des temps. Hein. Alors, bon, la technique est la suivante, c'est OSB, ok, l'ordre, OSBD, pardon, l'ordre, c'est un sigle et je vais le expliquer. Donc, 1, l'observation, c'est-à-dire qu'on fait, on observe les faits avec un détachement et sans jugement. D'accord? On essaie d'être factuel, c'est-à-dire objectif, le plus objectif possible. 2, l'émotion, les sentiments, c'est-à-dire on exprime notre ressenti. À savoir que dans les émotions, il y en a 4, a priori, enfin, 4 grands piliers qui sont 1, le fait d'être fâché, en termes d'adjectif, 2, le fait d'être triste, 3, le fait d'être anxieux, d'avoir peur, et 4, le fait d'être joyeux. Donc vous voyez déjà que sur les 4, hein, il y en a 3 qui sont négatives et il y en a qu'un qui est positif. Et je vous ai dit, dans les mots positifs, négatifs, il y en a 80% qui sont négatifs et 20% positifs. Alors, ensuite, on énonce, B, les besoins, c'est-à-dire ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire vos valeurs, vos affects, etc., etc., valeurs et appréciation. D'accord? Et ensuite, vous énoncez votre demande, votre besoin. C'est-à-dire soit une proposition, soit un souhait, soit un contrat, soit un engagement, soit une base de discussion, d'échange, etc. Ça, c'est la base assez simple, hein, vous voyez, de cette communication non violente sous le sigle OSBD. Alors, ensuite, très important d'intégrer dans ce cas de figure, c'est la conscience des mots. Hein, choisir les bons mots, éviter les mots qui fâchent, hein, qui peuvent être traumatisants quand on connaît la complexion de la personne, etc. Encore une fois, de voir aussi que quand on est attaqué, hein, de voir pourquoi on surréagit, pourquoi on réagit, est-ce que c'est souvent des miroirs, est-ce que il y a quelque chose qui n'est pas résorbé, résolu en nous, etc., etc., des souffrances de l'enfance, comme je le dis assez souvent, vous pouvez faire une caresse à un grand brûlé, il va bondir, pourtant c'est de bonne intention, eh bien ça le brûlera, ça lui fera mal, hein. Donc quand vous dites quelque chose à quelqu'un, peut-être vous vous sentez tout bête parce que la personne vous agresse, et bien peut-être parce qu'elle porte en elle de longue date. Et ça, vous pouvez essayer d'arriver à essayer de la faire parler et dénoncer, de dire bah, écoute, j'ai vu que tu t'étais emporté à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, mon intention n'était pas celle-là. Mon sentiment, j'ai été justement choqué et je ne veux pas te faire du mal. Et ça, en fait, c'est le choix des mots. Et le choix des mots ne veut pas dire nécessairement avoir une capacité oratoire, avoir un grand vocabulaire, pas du tout. C'est juste en fait même de parler au-delà des mots. Vous parlez à travers un sentiment, en disant écoute, moi ça m'a fait mal au cœur. Et même si vous faites des fautes de français ou autre, on s'en fout. C'est juste en fait essayer de transmettre quelque chose. Alors, en fait, c'est aussi le fait d'éviter la déresponsabilisation et la culpabilisation. D'accord? Déresponsabiliser, ah non, c'est pas de ma faute, c'est forcément de sa faute parce qu'il n'a pas compris, ou bien parce qu'il s'est emporté, parce qu'il m'a agressé, etc., etc. Et si vous êtes confident un petit peu de vos copains, de vos amis, etc., notamment dans les conflits, hein, que ce soit d'amitié ou autre, ou au travail, ou ne serait-ce que dans les couples, c'est très rare quand vous êtes confident que la personne dise ouais en fait elle m'a quitté ou enfin on va divorcer mais j'ai fait grave de la merde, enfin voilà c'est moi le fautif. Non, la plupart du temps et les gens vont mettre énormément de fautes sur l'autre, hein. C'est pour ça que c'est toujours un peu délicat d'être partie prenante parce que si la personne, enfin les personnes se réhabibochent après coup, bah, c'est toujours gênant. Alors il y a des techniques aussi pour alors je vous invite à regarder le film Collision. Collision est très bien fait. C'est un film qui date, il n'a pas forcément été très connu. C'est un film américain avec Sandra Bullock et qui montre en fait des interactions avec différentes personnes, des différentes communautés. Je me souviens des Coréens, des Iraniens, des Blacks, enfin bon bref, un raciste, etc. Et en fait, chacun montre, d'où le nom, collision, il rentre en collision, et chacun en fait a son angle de vue. Pourquoi il est raciste, pourquoi parce qu'il y a une souffrance derrière, et ainsi de suite. C'est le flic qui est raciste, mais son père il se chie dessus parce qu'il a un problème de santé, de prostate et autres, cancer pardon excusez-moi, de l'anus et autres, enfin bon bref, de chercher le mot, bon peu importe, et ainsi de suite. Et en fait c'est ce que j'essaie de faire en fait dans Baraka, casser les baraques. En fait, ces 12 personnages, ok, 12 personnages et même un 13e figuratif. En fait, ça reprend en fait. Au départ, c'est toujours le premier, c'est 33 chapitres. Le premier chapitre, c'est un texte de la Bible sur lequel je le contextualise. Ok, j'interprète, oui, et à 85%. Et comme la Bible, hein, d'ailleurs, c'est une interprétation la plupart du temps. Hein, très peu ont été énoncés par le Christ lui-même. Bon bref. Et ensuite, je remets
dans un contexte de la vie de tous les jours. C'est comme si les scènes, sans jeu de mots, se reproduisaient chaque jour. Sauf qu'il y a 12 personnages et pour lesquels on rentre dans la complexion de ces gens. C'est-à-dire que, pour vous donner un simple exemple, assez extrême, il y a notamment, dans les 12, il y a un qui s'est dans un camp de réfugiés syrien et il y en a un qui est justement un reconverti à l'islam, il s'appelle Abdelkrim, crime contre l'humanité, et donc c'est un Français de souche, il est en conflit intérieur, et on comprend en fait, enfin il a basculé complètement, il s'est fait lobotomiser par des fondamentalistes, et il est rentré dans le djihad, et en fait il est allé en Syrie, et il se réfugie dans un camp de réfugiés, et en fait il est incognito, alors qu'il a une face complètement défigurée. Pourquoi? C'est sa double face en quelque sorte. Et en fait, on rentre dans son schéma, c'est un pitbull, c'est un bulldog, c'est un écorché vif. Et on a une personne complètement délicieuse, Nathalie, qui est une mère Teresa contemporaine, qui n'existe pas à part un assemblage de rencontres, et en gros, qui est une infirmière, qui a donné son cœur, etc., etc., et qui est juive, et lui qui est un gros antisémite de base, et qui va le conduire, qui va le bercer jusqu'à ce qui trépasse parce qu'il est trop malade pour continuer à vivre. Mais bon bref, sans dévoiler le truc, c'est juste en fait, et on se met en fait dans la complexion de chacun des personnages et on comprend pourquoi ils sont comme tels. Pourquoi Ahmed, le fameux médecin syrien qui est un réfugié, qui ne peut même pas aider à la mission. Pourquoi? Parce qu'il est réfugié. Et ça, c'est une espèce de débilité du système de l'organisation humanitaire. Bon bref, et il est frustré au départ, il est très agressif et puis progressivement il s'ouvre, etc. Il raconte ses histoires, son histoire. Voilà. Donc, en fait, Collision, pour revenir à ce film, eh bien, c'est Collision. Pourquoi ce terme? Parce que il y a un moment, probablement je ne le prononce pas, enfin je ne le dis pas, l'énonce pas de la même manière que dans le film, mais il dit on rentre en conflit pour aller au contact pour être sûr qu'on est encore vivant. Eh bien, vous verrez que l'ego c'est sa raison d'être très souvent, et bien souvent aussi les gens vont au fight, au conflit, pour aussi un petit peu en découdre, et il y a une question aussi de mieux résoudre des problèmes, un petit peu comme le casse-tête chinois. Bon, c'est encore, c'est assez, vous allez me dire, tricky et un petit peu tiré par les cheveux, mais malheureusement, dans la psyché humaine, parfois on fait des choses paradoxales. Alors, comment gérer pour changer sa réalité, notamment ces états d'âme? Eh bien, quand vous avez une crise de colère, moi je vous invite, donc on a fait tout un truc pour gérer ces mauvaises ondes. Alors, je sais plus si c'est la clé 52 ou autre, mais bon là, en l'occurrence, c'est notamment de vous isoler dans un premier temps, d'écouter votre colère, la laisser monter, la laisser grandir, de vous défouler éventuellement, de gueuler, de crier. Alors, idéalement, crier si vous êtes en forêt, pourquoi pas, mais vous allez vous défoncer les cordes vocales, crier sous l'eau, dans le lavabo, au moins ça ne dérangera pas les voisins, on n'appellera pas la police par peur de meurtre ou autre, et absorbez vos sensations, observez-la, et essayez d'analyser pourquoi, quels sont vos besoins manquants, qu'est-ce qui peut être nettoyé, d'où ça vient, est-ce qu'il y a une injustice, est-ce que ça émane de quelque chose, etc. C'est très important de s'observer comme tel, de distinguer les émotions et les faits, ensuite de reformuler les faits en cas de conflit. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un feedback. En gros, dans une discussion, de dire, bon, alors si j'ai bien compris, tu veux ceci, cela, cela, cela. Et tu as besoin de ceci, cela, ou tu as ressenti les choses comme ça. Et c'est très important parce que ça permet, c'est ce qu'on appelle de la communication active, c'est-à-dire qu'en fait, vous montrez que vous avez pris le soin de comprendre la personne. Et les gens aiment quand on les comprenne et quand on se met à leur place. C'est notamment toute la ferveur aujourd'hui de ce qu'on appelle le populisme en politique, où certains hommes politiques disent au peuple ce qu'il a envie d'entendre, même si c'est de la foutaise et qu'ils en ont rien à faire, et que en fait c'est juste pour être élu. Un bon entendeur, salut. Alors, analyser les points communs, parce qu'il y en a toujours. C'est ce qu'on fait quand on fait de la médiation. Je vous dis, quand j'ai eu des gestions de crise avec un bureau où des gens s'étripaient, j'ai essayé de mettre à plat les choses et j'ai essayé de les énerver un par un, d'accord? Et essayer déjà de capitaliser en disant, bon, on est au moins d'accord là sur le fait que, ok, et vous le concédez, vous faites accepter à l'autre, ok, ça au moins on a ça en commun. Et ça c'est important parce qu'on part sur une base, si vous commencez à directement attaquer l'autre, c'est vrai que c'est un peu conflictuel dès le départ. Ça ne met pas dans une bonne ambiance. Remercier l'autre dans l'absolu, alors pas oralement nécessairement, mais l'univers, de vous apprendre quelque chose dans ce jeu de miroir. Et même si c'est, entre guillemets, vous considérez que c'est une personne démoniaque, etc., eh bien elle va vous apprendre quelque chose malgré tout. C'est en faisant l'expérience de ce que vous n'êtes pas,
nous n'êtes pas que vous saurez ce que vous êtes profondément. Le véritable je suis s'expérimente par la segmentation, la fragmentation pour retourner à l'unité. Hein, ça c'est la base. Ensuite, comme je dis assez souvent, hein, nous sommes des miroirs qui en réfléchissant nous inspirons mutuellement de manière infinie. Alors l'approche complète, c'est respirer assez profondément. D'ailleurs, la preuve en est, c'est quand vous êtes vraiment énervé, il y a un moment où directement vous redescendez. L'hyperventilation, je vous invite à regarder la clé 23, il y a plein de techniques, mais ça permet ça, hein, d'avoir plus d'oxygénation au cerveau et de se détendre. Ça, et là je l'ai fait 3 secondes. Normalement, quand on le fait 30 secondes, bon, vous le faites pas en face de la personne, évidemment, vous allez aux toilettes, vous allez le faire, je sais pas, autre part, mais ensuite, identifier les jugements venant à l'esprit, prendre conscience de vos besoins, et ensuite d'exprimer vos besoins inassouvis. Et ensuite d'essayer d'étendre à l'autre, hein. Ça c'est toujours le principe. Ensuite, le fait d'appliquer ce qu'on appelle la pleine conscience. Donc ça, j'ai dédié une clé spécifique pour ça, la clé 21. Je vous invite vraiment à la regarder et surtout de la mettre en pratique. Moi, je le mets en pratique depuis des années, depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire que notamment dans les gestions de conflits ou quand j'avais des négociations et on se faisait arnaquer par nos fournisseurs qui étaient vraiment parfois infâmes, hein, qui voulaient nous, eh bien, plutôt que de s'énerver, péter un câble, où en gros la discussion elle est pliée, hein, le gars se barre. En fait, d'analyser pourquoi je commençais à m'énerver, en fait, et de m'en extraire, comme si j'étais spectateur de la pièce de théâtre. Et je vous jure, plus vous faites ça, et plus vous allez pouvoir gérer vos émotions. Et quelqu'un, si vous avez fait des arts martiaux, que ce soit de la boxe ou autre, quelqu'un qui a un sang-froid, eh bien, arrivera beaucoup plus facilement à la victoire. Pourquoi? Que celui qui s'énerve. Celui qui s'énerve, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de mettre des coups, mais il va pas les passer, ça va pas être stratégique, donc du coup il va s'emballer, il va s'énerver, il va se faire mal, parfois, il va se reprendre un coup, et il va y aller encore plus, et plus c'est ça, et plus il perd son souffle, plus il perd sa concentration, et plus il se déstabilise, et ça c'est le meilleur moyen pour être dans l'échec. Alors, n'ayez pas hésité à avoir, et notamment en fait dans le fait de se détacher, c'est aussi de se détacher par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on peut, moi je m'amuse beaucoup avec, quand on va voir certains clients avec des égos démesurés, surdimensionnés, de me dire, ah d'accord, enfin je le dis pas oralement, hein, bien entendu, je le dis dans ma tête comme Mister Robot, et de me dire, ah d'accord, enquête, donc là on va te brosser les pompes parce que t'as un petit problème d'ego en gros. Et puis bon, on s'en amuse avec mon associé, et puis en sortant, voilà, on se dit, putain, il avait vraiment envie de se la péter, etc. Et en fait, souvent, c'est des petits égos. C'est des petits égos en puissance qui ont juste besoin de se faire lustrer, etc. Bon, bref. Et tout ça, c'est rigolo, en fait, ces schémas-là où je sais pas, enfin, quand on commence à analyser sur un plan psychanalytique et psychologique, c'est très rigolo. Et c'est amusant, quoi. Alors, ne pas hésiter à avoir des intermédiaires, des négociateurs, enfin, des intermédiaires dans la gestion de conflits. Quand vous êtes vraiment, deux personnes n'arrivent plus à s'entendre et que rien ne passe, un professionnel, hein, je sais pas, pour la gestion des couples, pour la gestion des conflits, etc., un suppléant, un collègue, etc., un ami, parce que sinon, si vraiment le conflit est trop, englué, eh bien c'est très difficile d'en sortir. C'est-à-dire que tout ce que vous allez sortir, l'autre personne va le rejeter. Par décret, par principe, etc. D'accord? Donc la reformulation pourra permettre que le médiateur reformule, réintègre en disant bon, vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit, enfin je veux dire, ou peut-être qu'elle a été maladroite, non, je pense pas que c'était ce qu'elle voulait dire, et vous allez la faire rephraser en quelque sorte, reformuler. Alors il y a aussi écouter, moi j'invite vraiment, c'est ce que je fais depuis des années, à écouter des personnes que vous n'aimez pas, hein, dans votre microcosme ou, je sais pas, des hommes politiques ou des personnes connues, et de vous forcer à les écouter. Alors tout d'abord en ressentant cette personne, c'est-à-dire en essayant d'imaginer le petit garçon, la petite fille à travers elle, hein, de l'imaginer par exemple en train de pleurer, en ayant des états d'âme aussi, hein, parce qu'on est tous humains malgré tout, et l'imaginer en train de faire ses besoins par exemple, hein, sur le trône, hein, on est quand même, ça redescend un petit peu, ça rend un peu humain, hein, ayant de la compassion bien entendu, pas pour le fait qu'il soit aux toilettes bien entendu, mais vous aurez bien compris, et voyez en fait les couches et les enveloppes d'ego, hein, c'est-à-dire quand on connaît, je vous dis, moi je m'intéresse toujours beaucoup à la psychologie des gens, mais aussi au passé des gens. J'ai beaucoup étudié le passé d'Hitler, d'où la restitution dans la dictature du bien, hein, ce fameux Charles Atan, qui est en gros le diable incarné. Eh bien, on comprend mieux, enfin,
c'est pas qu'on peut tolérer, mais on comprend mieux. Il a été traumatisé, il a fait il est passé de foyer en foyer, sa mère s'est suicidée, son père les a abandonnés, elle s'est suicidée, elle a été prostituée, etc., droguée. Bon, il a un actif, hein, enfin plutôt un passif, excuse-moi. Et donc il a été battu dans les foyers, etc. Donc, je ne dis pas que ça excuse, mais quand on connaît les passés de certains hommes politiques, certains dictateurs en l'occurrence, c'est pas qu'on peut comprendre, mais disons que il y a quand même dans une certaine mesure, des circonstances atténuantes. Alors, deuxième phase, c'est vous avez ressenti cette personne, de l'écouter, hein, vous l'entendez, mais pas dans la forme, dans le fond. C'est-à-dire, essayez de déceler des choses, des points de connivence avec cette personne. Essayez de rire avec cette personne. Moi, je vous dis, il y a des hommes politiques et des femmes politiques auxquels je n'adhère pas, et je m'amuse à me les mettre en podcast. Quand je vais courir en général, en plus, j'en chie, pour dire les choses crûment. En général, c'est assez dur, hein, au bout d'un moment. Et je souffle, et j'écoute, et j'essaie de me marrer avec eux quand même, en me disant, quand ils balancent une feinte, oui, bon, là, c'était rigolo, je te le concède. Ou, tiens, ça, c'est une bonne idée, même si, je ne voterai jamais pour toi. Et c'est important parce que ça permet d'évoluer. Et on ne peut pas détester et ne pas être d'accord à 100% avec une personne. Je ne connais pas. Hein. Il y a forcément du yin et du yang dans chaque personne et inversement. Et du même ordre, des gens que vous adoubez, ils peuvent dire des conneries monumentales. Ça arrive. Hein. Moi, j'en dissimule pas mal dans ces vidéos. Justement, faut trouver l'erreur. Alors, c'est très important de faire ce travail. Alors, on va faire une série de petits exercices que je fais communément dans mes cours de commerce. Alors, encore une fois, je vais tout de suite prendre un disclaimer, une réserve. Ce n'est pas le but du jeu, c'est de trouver des arguments en faveur et contre. On ne s'en fout de votre opinion. Alors, c'est évident que trouver des opinions, des arguments avec votre opinion, ça va être très facile, mais de trouver contre votre opinion, c'est beaucoup plus difficile. C'est pas de la schizophrénie, ça vous permet de créer l'empathie, de vous mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire que je peux trouver des arguments contre ceux auxquels j'adhère, et par ailleurs, je n'adhère pas à ces arguments que j'ai créés ou que j'ai restitués du genre humain dans les débats et autres. Alors, évidemment, ce sont des sujets controversés et pour lesquels je vous invite à avoir au moins 3 arguments en faveur pour et 3 arguments contre. Encore une fois, il ne s'agit pas de mes opinions. Hein, je ne vous dirai pas mes opinions là-dessus. D'accord? Donc, je vous invite à faire pause, enfin, de prendre les 10 thèmes et de faire pause et de faire ce travail ou de le lisser sur le temps. Alors, le premier, c'est, encore une fois, ce sont des sujets controversés. Pour ou contre la peine de mort. Ok? Alors, les pour, par exemple, il y aurait, il y a des risques de récidive, hein, et il y en a eu des cas avérés. Ensuite, 2, c'est moins coûteux pour la société, dans la mesure où un prisonnier, c'est le contribuable. S'il est condamné à perpétuité ou 30 ans, eh bien c'est le contribuable qui paye, hein, pour sa bouffe, pour son logement, pour les gardiens, etc., et ensuite, si vous êtes personnellement touché, si votre enfant se fait violer, torturer et tuer, on pense que vous réagiriez différemment et vous voudriez étriper la personne même à main nue. Alors contre, il y a des risques d'erreur, hein, des sources d'injustice, c'est déjà arrivé par le passé. 2, c'est plus facile de mourir dans l'absolu que de rester en prison pendant plus de 30 ans dans un cachot, enfin dans un trou à rats, hein, dans lequel le temps passe un peu lentement. Et troisième, ce serait les prisonniers, ils peuvent aussi servir, dans certains pays c'est le cas, à aider la société à se racheter, hein, savoir des travaux d'intérêt généraux. Thème 2, je vous invite à faire pause si vous voulez participer au jeu. C'est pas un jeu, c'est un jeu psychologique mais qui est très important. Et je vous invite à terme, plus vous allez faire ça, et plus je vous invite à le faire pour tout. Je le fais depuis que je suis gamin, depuis que j'ai 8 ans peut-être. D'accord? Et ça n'a pas forgé la schizophrénie, ça a permis avant l'heure d'avoir une vision plus holistique et plus ouverte dans les débats. Alors, pour ou contre l'avortement? Alors pour, en cas de viol, 2, on a le droit de choisir le bon moment, hein, il y a certains accidents qui sont possibles. Autre argument, nous sommes assez nombreux sur Terre, pourquoi augmenter la population? S'il y a un diagnostic d'handicap ou de difformité, si l'enfant est mal éduqué et abandonné. Alors contre, ça pourrait être le fœtus existe déjà, donc il vit.
donc c'est briser une vie. De nos jours, il faut être prudent, il y a assez de moyens de nombreux contraceptifs qui existent, donc il faut prendre ses précautions. Un autre argument serait si ceci est mauvais pour la santé de la femme, et notamment pour enfanter après coup. Alors, et puis, un dernier pourrait être, c'est mal vu par certaines religions. Alors, 3, pour ou contre le système économique libéral. Alors, pour, ceux qui sont en faveur, il donne les mêmes chances à tout le monde. Un autre serait, si on travaille dur, eh bien, on réussit, on est récompensé. Un autre serait, le monde n'a jamais été aussi sûr que par le passé, aujourd'hui, et aussi égal qu'aujourd'hui par rapport au passé, à l'histoire. Contre, ce serait, par exemple, il est basé sur une égalité, sur une pyramide, sur lequel les extrêmement riches gagnent quasiment la moitié des richesses mondiales. Hein. C'est l'occasion de 62 familles qui gagnent la moitié de l'humanité. La bourse est une pure illusion basée sur la confiance, sachant qu'il n'y a que 5 à 7% de valeur fiduciaire. 5% et 5 à 7% existent en valeur réelle. Le système est aveugle et orienté, n'est pas orienté vers les humains et la nature, mais uniquement pour les profits d'une minorité. Les disparités entre les personnes riches qui augmentent chaque année et les pauvres qui sont de plus en plus pauvres et augmentent en nombre. Et ainsi de suite. Alors, thème 4, c'est pour ou contre la démocratie et la liberté d'expression. Eh bien, pour, c'est le témoignage de la liberté dans l'absolu, c'est le témoignage d'une société saine, c'est comme un brainstorming, ça améliore les idées et le sens critique des citoyens, et également c'est la preuve du respect des différences en général, avec plus de tolérance pour respecter les différents angles de vue et de points de vue. Alors contre la liberté d'expression, quand on voit les abus, les détournements, comme les grèves qui prennent en otage les autres citoyens, c'est injuste. Un autre exemple pourrait être, cela peut affecter la stabilité des règles et apporter l'anarchie, si tout le monde conteste tout le monde, et créer la cacophonie. Si nous voyons la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, elle a littéralement tué des gens, des enfants, des émeutes, créant des viols, des meurtres, des génocides, etc., etc. Alors, 5e thème, pour ou contre le mariage homosexuel? Eh bien, pour, si les gens sont heureux comme ça et qu'ils s'aiment, où est le problème? Un autre exemple serait, les gens sont nés comme ça, c'est pas une maladie. Ensuite, dans quelle mesure ça pourrait être un problème pour les autres ou un manque de respect, dans la mesure où la sexualité c'est quelque chose de privé, c'est la sphère privée. Est-ce qu'on explique les positions qu'on préfère même chez les hétéros? Voilà. On est assez sur la planète, donc ceux qui craignent au manque de reproduction. Alors ceux qui seraient contre, eh bien c'est pas naturel, la nature le prouve par le fait que d'avoir des enfants, c'est un mâle et une femelle dans la nature. La plupart des religions le rejettent, ça affecte la reproduction de l'humanité. Alors, 6e thème, ce serait pour ou contre la robotique, l'automatisation et l'intelligence artificielle. Alors, en faveur, ce serait, ça aide les personnes dans leur quotidien, c'est un gain de temps. Un autre, ce serait, on doit s'adapter à l'évolution et vivre dans son temps, dans son époque. Un autre, c'est si nous atteignons une telle technologie, c'est parce que nous transcendons notre condition humaine. Et si nous sommes religieux, Dieu nous permet d'y avoir accès avec nos neurones et de découvrir ces technologies. Alors, ceux qui seraient contre, ça vole des emplois de certaines personnes, ça rend les gens dépendants de la technologie. S'il y a un bug, s'il y a des freins à l'électricité, à l'internet, etc., on ne survivra pas après coup. Cela rend les gens de plus en plus paresseux, à savoir la mémorisation, l'écriture. Einstein disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Aujourd'hui, nous sommes guidés par l'argent et non par le bien-être de l'humanité. Donc ça dépend des intentions, et en l'occurrence, si la cupidité des gens est assez installée dans le système, forcément ce sera la même chose sur l'AI, l'intelligence artificielle. Alors le thème 7, pour ou contre l'immigration. Alors ceux qui seraient en faveur, ça apporte plus de culture, des visions différentes, donc un enrichissement. Ça apporte de la main-d'œuvre pour construire le pays, et ça a été le cas dans le passé. Cela rend le pays plus dynamique, les gens sont plus en notion de compétition, avec du challenge, donc ils se motivent davantage. Contre, ça apporte la confusion, la perte d'identité, de souveraineté,
ça apporte l'insécurité. Bon, ça peut être des raccourcis, hein, ce que je dis. Hein, c'est pas, encore une fois, ça peut être des exemples spécieux. Spécieux, ça veut dire que si on gratte, si on démonte, enfin, c'est juste sorti comme ça. Bon, je pense que vous aurez compris. Ça réduit les aides et les allocations sociales pour les natifs. Ça réduit les chances d'obtenir un emploi pour les autochtones. Ça crée le chômage. Alors, 8e thème, pour ou contre l'euthanasie. Alors, pour, à quoi bon souffrir si on est condamné? Autre point, on a le droit de partir décemment. La dégradation physique est horrible pour la personne, notamment au-delà de la souffrance, et aussi physiquement, pour la famille. Maintenir quelqu'un artificiellement en vie, comme dans le coma, est une torture à long terme. Alors contre, la vie est laborieuse est une lutte. Okay, la plupart de leurs religions l'interdit. La dimension somatique est très importante dans la rémission. On a vu des gens dont le diagnostic qui leur donnait juste quelques mois vivre plusieurs décennies. Ce n'est pas naturel de choisir sa mort. Alors, thème 9, pour ou contre l'existence des extraterrestres ou des ovnis. Alors pour ou contre, c'est pas je valide, c'est ou pas, c'est plutôt est-ce qu'on y croit ou pas. Donc pour. Alors, il y a tellement de témoignages partout dans le monde, même dans des membres des autorités secrètes. Également, l'univers est tellement large que ce serait un sacré gâchis qu'il n'y ait pas d'autres formes de vie à d'autres endroits. S'ils ne sont pas visibles, c'est probablement parce que l'humanité n'est pas à un stade assez avancé de maturité et elle est infréquentable. La preuve, c'est qu'il n'y a eu que à peine 200 ans de paix sur les 10 000 ans sur la planète de civilisation. Entre guillemets, civilisation. Sommes-nous civilisés de savoir qu'on continue à guerroyer comme tel? Alors, contre, s'ils existaient, pourquoi ne viendraient-ils pas et ne seraient-ils pas plus visibles? Les scientifiques n'ont jamais découvert la moindre preuve de l'existence avec des milliers de sondes et de satellites, et ils nous auraient aidés à nous développer ou ils nous auraient conquis tant la Terre est belle. Alors, dernier, pour ou contre la reconnaissance d'Israël. Alors, pour, le peuple juif a été persécuté depuis des siècles et avait besoin d'un havre de paix. Ensuite, Israël est minuscule par rapport à la carte, c'est grand comme Shanghai, donc c'est pas très grave. Autre point, Israël a apporté la science, l'éducation et les prouesses environnementales dans le désert, l'eau, l'agriculture, etc., alors que d'autres ne l'ont pas fait. Israël est menacé par le terrorisme et ses voisins. 5. Israël, j'en ai donné plus cette fois-ci, Israël reste une démocratie un rempart contre l'intégrisme dans la région et étant le seul pays occidental. Alors, contre, les populations locales ont été expulsées, militari, déportées de leurs terres sans aucun choix du jour au lendemain. Prétendre que les Juifs y vivaient il y a 2000 ans, c'est comme si les Italiens disaient que la France est leur terre parce qu'ils ont eu l'Empire romain pendant des siècles. Autre argument, en étouffant les Palestiniens autour, Israël a créé la misère et les conditions de révolte et le terrorisme indirectement. Les Arabes en Israël représentent 20% de la population et n'ont pas les mêmes droits que les Israéliens juifs. Ils n'ont pas le droit au service militaire alors que ça fait partie de la cohésion sociale et ils n'ont aucun représentant à la Knesset, c'est-à-dire le gouvernement. La ligne verte de l'ONU en 1948 n'a pas été, prévoyant la séparation des deux États, n'a jamais été respectée, ce qui est une violation des lois internationales. L'État est de fait illégal et illégitime. Alors, on aurait pu en avoir d'autres comme ça, pour ou contre le le masque, pour ou contre le vaccin, etc., etc. Je ne suis pas rentré dans ces débats stériles. Vous avez bien compris pourquoi j'évite ces sujets. En l'occurrence, c'est important de pratiquer ça régulièrement. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, ça vous permet d'amplifier votre champ de vision, votre vision holistique, être apaisé par rapport à tout ça, neutraliser tout ça, nous permettra, en tant que race et évolution humaine, genre humain, de passer au-delà, dans une vision beaucoup plus apaisée, beaucoup plus holistique et beaucoup plus éthérée. C'est ça le passage, la transition dans un nouveau paradigme, et c'est sûrement pas de camper sur ses positions en disant qu'il y a un camp des gentils et un camp des méchants. Je suis un guerrier de lumière, c'est un oxymore. Si je vais me battre pour la paix, eh bien, évidemment, on crédite la guerre et la violence. Voilà, j'espère que ça vous aidera à façonner le passe-partout de la clé des champs de conscience, des champs du cœur, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut!